Le son du métal se brisant sur la pierre résonna dans le cachot humide. Un son définitif. Pendant 20 ans, Elara avait gouverné son domaine comme une reine, ses ordres aussi absolus que le lever du soleil. L'homme qu'elle venait de libérer n'était qu'une autre acquisition, une bête exotique sauvée d'une caravane d'esclaves, un symbole de son pouvoir. Mais alors qu'il se levait de l'obscurité, plus grand et plus sauvage qu'elle ne l'avait imaginé, ses yeux ne montraient aucune gratitude. Ils ne montraient qu'une fin ancienne, une promesse silencieuse. Il la regarda, puis le collier de perles à 100 coups, et une seule question glaçante se forma dans son esprit. Quand on libère un prédateur, qui devient vraiment la proie? Parfois, la plus grande force n'est pas de dégainer une arme, mais de choisir la bonté quand le monde attend de la cruauté. Si vous croyez aux histoires qui ont encore du cœur, du courage et de la vérité, alors abonnez-vous et rejoignez-nous à la frontière. Et Lara maîtrisa le tremblement de sa main, le dissimulant derrière un masque d'acier qu'elle portait depuis que son mari Marcus avait été mis en terre. Ce deuil avait été une épreuve de feu, consumant sa douceur pour forger une volonté capable de plier les hommes et de briser les esprits. Cet homme-ci ne serait pas différent. « Tu vas me suivre », ordonna-t-elle. Sa voix tranchante et autoritaire avait déjà fait trembler des ranchers endurcis. « Tu garderas ma porte. Tu mangeras les restes de ma table. En échange, tu ne connaîtras plus jamais la chaîne. » Il ne répondit pas. Son silence était un vide, un puits profond où ses ordres tombaient sans écho. C'était son premier acte de défi, et il était parfait. Il la suivit hors du cachot, le bruit sourd de ses pieds nus sur la pierre froide contrastant avec le clic discret et déterminé de ses bottes en cuir. Ils montèrent vers son monde, un monde de bois poli, d'argenterie mexicaine et une odeur de cire d'abeille et de pouvoir. Les serviteurs s'écartaient de leur chemin comme des oiseaux effarouchés, les yeux baissés. C'était un ballet de déférence qu'elle dirigeait depuis 2 décennies. La domination d'Elara était absolue, une validation de la force qu'elle avait construite sur les cendres de son cœur brisé. Son maître d'hôtel, Josiah, un homme voûté aux yeux sages qui avait servi son mari avant elle, les accueillit en haut des escaliers. Son regard passa d'Elara au barbare, et une inquiétude profonde et silencieuse marqua les rides de son visage. « Madame Elara, dit-il un murmure respectueux, l'aile ouest est prête pour votre invité. »« Ce n'est pas un invité, Josiah, c'est un garde, corrigea-t-elle sèchement. Il dormira par terre devant ma chambre. Donnez-lui une couverture. »« Certaines choses ne sont pas faites pour être gardées à l'intérieur, madame, » dit Josiah. Sa voix à peine un murmure, une sagesse acquise au cours de 70 années difficiles à la frontière. Un loup reste un loup, même si on l'appelle un chien. « J'ai déjà eu affaire à des loups, Josiah, » rejeta Elara, bien que les mots du vieil homme les piquaient. Elle se souvint que Marcus avait dit quelque chose de semblable, des années auparavant, à propos d'un étalon sauvage qu'il essayait de dompter. « On ne peut pas apprivoiser la nature sauvage d'une créature, Elara, » avait-il dit, ses mains douces sur les siennes. « On ne peut qu'espérer gagner son respect. » Une pointe de nostalgie, vive et importune, lui serra la poitrine. Elle conduisit l'homme le long du grand couloir, sous le regard froid des portraits de ses ancêtres. Elle sentit leur jugement, et cela renforça sa détermination. Sa famille l'avait taillé cet empire dans le désert, et elle avait maintenu debout à travers la sécheresse, les voleurs de bétail et la solitude rongeuse de son veuvage. Cet homme n'était qu'un outil pour assurer la pérennité de cet héritage, rien de plus. Cette nuit-là, l'air de son bureau était lourd de l'odeur de cuir et du vin cher espagnol qu'elle appréciait. Un feu rugissait dans l'immense cheminée de pierre, repoussant le froid du désert qui s'infiltrait à travers les épais murs empisés. Elara était assise dans son fauteuil en cuir à haut dossier, le même que Marcus utilisait, un verre de vin à la main. La lueur des flammes dansait sur les perles de son collier. Elle avait fait venir le barbare, comme on appelle un chien. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, une ombre massive se découpant sur la lumière tamisée du couloir. « Approche » ordonna-t-elle. « Reste près du feu. Tu es mon gardien maintenant. Ta vie consiste à être un mur de chair entre moi et le monde. » Pendant un long moment, il ne bougea pas. La tension s'étira,
une corde tendue jusqu'à son point de rupture. Puis, avec une grâce fluide qui semblait impossible pour un homme de sa taille, il se mit en mouvement. Mais il ne prit pas sa place assignée comme une sentinelle sans esprit. Il s'approcha de la cheminée, prit le tisonnier en fer et attisa les braises. Le feu crépita, plus haut, plus chaud. C'était un geste simple, presque provenant, mais c'était de la défiance, c'était une affirmation. Il contrôlait la chaleur de son sanctuaire. Les doigts d'Elara se crispèrent sur son verre. « Je ne t'ai pas dit de faire ça !» Il reposa le tissonnier, le métal résonnant doucement. Pour la première fois, il parla. Sa voix n'était pas le grognement d'une bête, mais un grondement grave, teinté d'un accent qu'elle ne connaissait pas, l'accent d'un royaume déchu. La reine ne devrait pas avoir froid. Son audace la stupéfia. Elle se leva, posant son verre. « Tu oublies ta place. Tu es une chose que j'ai achetée, une possession. » Il se tourna lentement, le feu dans son dos le transformant en une silhouette mythique. « Une reine sage sait ce qu'elle possède, » dit-il. « Elle connaît l'histoire de ses bijoux avant de les porter. Savez-vous d'où je viens, Elara ?» Le fait qu'il utilise son nom était un autre choc, une violation. Personne n'utilisait son nom. « Ton histoire ne m'intéresse pas, » cracha-t-elle. « Elle le devrait, » dit-il, faisant un pas vers elle. « Dans mon pays, on raconte une histoire, celle d'un lion capturé par une chasseresse. Elle le gardait dans une cage dorée, le nourrissait de restes, exhibait sa puissance comme un trophée. Mais elle a oublié une chose cruciale. Elle a oublié que la cage ne change pas la nature du lion. Elle ne fait que la concentrer. » Son souffle se coupa. Ce n'était plus une question de désobéissance, c'était une bataille de volonté. Elle était en train de perdre. « Quel est ton nom ?» exigeait-elle, tentant de reprendre un semblant de contrôle. Il sourit, un sourire lent et dangereux qui n'atteignit pas ses yeux. « Mon peuple me donne plusieurs noms. Celui dont vous devriez vous souvenir est Kazim. » Ce nom ne signifiait rien pour elle, mais il résonna comme une prophétie. C'était un nom chargé d'histoire, une histoire qu'il introduisait maintenant dans son monde si soigneusement contrôlé. L'avertissement de Josiah lui revint en mémoire. Un loup reste un loup. Elle n'avait pas ramené un chien à la maison. Elle avait ramené un lion, et elle venait de lui donner la clé de sa propre cage. Cette prise de conscience la glaça d'un froid que le feu ne pouvait atteindre. Son empire, bâti sur les fondations du contrôle absolu, lui parut soudain aussi fragile que du verre, et elle venait d'y inviter la pierre. La nuit qui suivit fut un long et silencieux combat. Kazim dormit sur le sol devant sa porte comme un gardien, mais Elara savait que ce n'était pas pour la protéger. C'était pour la posséder, pour marquer son territoire. Elle ne dormit pas, assise dans son fauteuil, un pistolet chargé sur ses genoux, écoutant le son calme et régulier de sa respiration de l'autre côté de la porte. Chaque inspiration était un rappel de la force primale qu'elle avait déchaînée. Au matin, elle comprit une vérité terrifiante. Elle était devenue prisonnière dans sa propre maison, la peur étant son nouveau geôlier. Elle avait passé 20 ans à construire des murs pour se protéger du monde extérieur, pour ne plus jamais se sentir vulnérable, comme à la mort de Marcus. Mais, en essayant de se protéger, elle s'était piégée avec une menace bien plus grande à l'intérieur. Les jours suivants, un jeu subtil et dangereux s'installa entre eux. Il obéissait à ses ordres, mais d'une manière qui les vidait de leur pouvoir. Si elle lui demandait d'aller chercher du bois, il revenait avec assez de bois pour durer une semaine, un étalage de force silencieux. S'il lui servait le dîner, il se tenait immobile et la regardait manger, son regard intense la dépossédant de tout plaisir. Il était le serviteur parfait et le maître absolu, une contradiction qui la rendait folle. Josiah la regardait avec une pitié silencieuse. « Il faut parfois admettre ses erreurs, Madame Elara, » lui dit-il un soir, alors qu'il balayait le porche, la brise du soir apportant l'odeur de sauge du désert. « Il n'y a pas de honte à reconnaître qu'un cheval est trop sauvage pour être monté. C'est de la sagesse, pas de la faiblesse. » Sa remarque était une bouée de sauvetage.
Un conseil d'un homme qui avait vu des empires s'élever et tomber sous le soleil impitoyable de l'Ouest. Mais l'orgueil d'Elara était une forteresse. Le point de rupture arriva une semaine plus tard. Elara avait organisé son dîner annuel pour les éleveurs voisins, un événement destiné à réaffirmer son statut de matriarche de la région. C'était un rituel, une démonstration de richesse et d'influence. Elle ordonna à Cassim de rester dans l'ombre, d'être invisible. Avant qu'Elara ne puisse répondre par le mépris glacial qu'elle maîtrisait si bien, une ombre se détacha du mur. Cassim se déplaça avec une vitesse silencieuse. Il ne dit rien. Il attrapa simplement le poignet de Barnes, ses doigts s'enroulant autour comme des bandes d'acier. Le visage de Barnes devint blanc, et il essaya de retirer sa main, mais en vain. Les conversations s'arrêtèrent. Tous les yeux étaient fixés sur le drame silencieux. « Lâchez-moi !» gronda Barnes. Cassim ne regarda pas Barnes. Ses yeux étaient fixés sur Elara, un regard qui la mettait au défi. C'était son test. Allait-elle le défendre, lui, sa possession, ou un homme de sa propre caste? Elara sentit les yeux de toute la communauté sur elle. Défendre Barnes, c'était préserver l'ordre. Défendre Cassim, c'était admettre la nouvelle dynamique, admettre sa propre folie. Dans ce silence pesant, elle prit une décision. « Barnes, dit-elle, sa voix froide comme la glace, enlevez votre main de la mienne. » Barnes la regarda, stupéfait. Cassim ne relâcha pas sa prise. « Il vous a manqué de respect, » dit Cassim, sa voix un grondement sourd. « Et c'est à moi de m'en occuper, » répondit Elara. Elle se tourna vers Cassim. « Lâche-le. » Pendant un instant, elle crut qu'il refuserait. Puis, lentement, ses doigts se desserrèrent. Barnes retira sa main, une marque rouge vif marquant son poignet. Il se leva, furieux et humilié. « Vous êtes folle, Elara. Vous laissez cette chose vous commander ?»« C'est ma maison, monsieur Barnes, dit-elle, et ici, mes règles s'appliquent. Je vous suggère de partir. » Barnes partit en trombe, suivi de ses alliés. Le dîner était terminé. La pièce se vida, laissant Elara seule avec Cassim dans un silence assourdissant. Elle avait gagné la bataille, mais elle savait qu'elle venait de perdre la guerre. Elle avait choisi, et en faisant ce choix, elle avait validé le pouvoir de Cassim devant son monde. Plus tard, cette nuit-là, elle le trouva dans son bureau, examinant une carte de ses terres étalée sur le bureau de Marcus. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle, sa voix fatiguée. « J'apprends le royaume que je vais diriger », dit-il simplement, sans se retourner. « Ce royaume n'est pas à prendre. » Il se tourna enfin, ses yeux brûlants d'une intensité qui la fit reculer. « Ce n'était pas à vous de le posséder. Vous n'étiez qu'une gardienne, et votre temps est révolu. Et qui es-tu pour décider de cela? Un esclave que j'ai sorti d'une cage? Je suis Cassim, fils d'Amir, le dernier roi des terres de sable. L'homme qui a vendu mon peuple et volé nos trésors était un partenaire commercial de votre mari, Marcus. Les perles que vous portiez, elles étaient le prix du sang de ma mère. Votre maison est construite sur les os de mon peuple. » La révélation la frappa comme la foudre. Chaque mot était un coup, démantelant la réalité qu'elle s'était construite. Marcus, son honorable mari, un voleur, un profiteur de la misère? « Vous mentez, » murmura-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. Il s'approcha, sa présence écrasante. La vérité est une lame. Elle blesse quand elle coupe. Votre mari n'a pas été tué par des bandits sur la route, comme on vous l'a dit. Il a été tué par les survivants de mon peuple qui cherchaient à se venger. Je suis simplement le seul qui a réussi à vous retrouver. Le sol semblait se dérober sous ses pieds. 20 ans de deuil, 20 ans de règne, tout était basé sur un mensonge. Elle avait passé sa vie à protéger l'héritage d'un homme qui ne méritait pas. Elle s'effondra dans le fauteuil, le souffle coupé, le monde qu'elle connaissait se brisant en 1000 morceaux. Le pouvoir qu'elle avait si âprement défendu n'était qu'une illusion, une maison de cartes construite sur une tombe profanée. Et l'homme qui se tenait devant elle
n'était pas un barbare. C'était un roi. C'était un vengeur. Et sa vengeance ne faisait que commencer. La vérité de Cassim s'installa dans la maison comme un poison, corrompant chaque souvenir, chaque recoin familier. Et Lara passait ses journées dans un état second, errant dans les couloirs de son propre domaine comme un fantôme. Le portrait de Marcus dans le grand hall, autrefois source de force, la nargua maintenant avec le sourire d'un menteur. 20 ans de sa vie, une dévotion construite sur une fondation de crimes et de sang. La clarté morale qu'elle avait toujours chérie s'était brisée en 1000 morceaux, la laissant à la dérive dans une mer de doutes. Cassim, lui, bougeait avec une assurance tranquille, comme s'il avait toujours appartenu à ces lieux. Il parlait avec les contremaîtres, inspectait le bétail, apprenait les rythmes de la terre. Il ne donnait pas d'ordre direct, mais sa présence seule était un commandement. Les hommes, sentant le changement de pouvoir, se tournaient vers lui pour obtenir des directives, et il les leur donnait avec la sagesse d'un homme né pour diriger. Il ne la traitait pas avec cruauté, il la traitait avec une indifférence presque pire, comme si elle n'était plus qu'une relique d'un régime déchu. Le point de bascule final arriva sous la forme d'une lettre, livrée par un cavalier poussiéreux. C'était de Barnes. Il avait rallié les autres éleveurs. Il voyait la faiblesse des Lara et l'influence de l'esclave comme une menace pour leur propre pouvoir. Il venait, à la fin de la semaine, pour restaurer l'ordre. C'était un ultimatum, un coup d'État. Ils allaient prendre ses terres, son héritage et probablement sa vie. Elle trouva Cassim dans l'écurie, en train de brosser le flanc d'un grand étalon noir, le cheval personnel de Marcus. La lumière du soleil couchant filtrait à travers les planches, baignant la scène dans une lueur dorée. « Ils viennent pour tout prendre, » dit-elle, la lettre tremblant dans sa main. « Barnes et les autres. Ils pensent que je suis faible. Ils pensent que tu m'as brisé. » Cassim ne cessa pas son geste lent et régulier. « Et n'est-ce pas le cas ?» demanda-t-il doucement. « Je ne sais pas ce que je suis, » admit-elle, la confession lui coûtant cher. C'était la première vérité qu'elle prononçait depuis des jours. C'est ma maison. C'est l'héritage de ma famille. C'était la seule chose que Marcus m'a laissée. « Il vous a laissé des mensonges, » répondit Cassim, se tournant enfin vers elle. « Des mensonges construits sur la tombe de mon peuple. Cette terre n'a jamais été vraiment la sienne. Le sang qui l'a achetée n'était pas le sien. »« Alors laisse-les la prendre !» cria-t-elle, le désespoir brisant sa composure. « Prends ta vengeance et regarde-la brûler. N'est-ce pas ce que tu veux ?» Il s'approcha, son ombre la recouvrant. « Ce que je veux, c'est la justice, pas le chaos. Barnes est un chacal qui se nourrit des faibles. Votre mari était un lion qui chassait dans le royaume d'un autre. Ils sont différents, mais leur nature est la même. Mon combat n'est pas contre vous, Elara. Il est contre des hommes comme eux. » Il tendit la main, non pas pour la prendre, mais paume ouverte. Une offre, une trêve. Cette terre a besoin d'un souverain, quelqu'un qui comprend à la fois la cage et la nature sauvage, quelqu'un qui a tout perdu et qui sait ce que cela signifie de se reconstruire. Il la regardait, et pour la première fois, elle ne vit pas un roi vengeur, mais un homme qui, comme elle, avait été brisé par le passé. Quand Barnes et ses 5 hommes arrivèrent 3 jours plus tard, ils trouvèrent Elara et Cassim les attendant sur le porche. Elara était assise dans son fauteuil à bascule, un fusil de chasse sur les genoux. Cassim se tenait à côté d'elle, les bras croisés, immobile comme une statue de granit. La communauté des travailleurs du ranch était rassemblée derrière la maison, silencieuse, observant. « Elara » dit Barnes en descendant de cheval, essayant de paraître confiant. « C'est terminé. Remettez-nous le barbare et personne ne sera blessé. » Il y a eu un changement de direction, Monsieur Barnes.
dit Elara, sa voix claire et forte, portant dans l'air immobile. Le Wrench M ne vous appartient pas. Il est maintenant sous la protection de son nouveau maître. Barnes éclata de rire. Et qui serait-ce, ce sauvage? Elara se leva lentement, sa silhouette digne et inflexible. Non, dit-elle, et elle tendit le fusil à Cassim, crosse en avant. Moi, en tant que sa régente. Elle se tourna vers Cassim. Ce domaine a été construit sur une injustice. Il ne pourra être purifié que s'il est dirigé par celui à qui on a fait du tort. Je vous le cède. Mais je reste pour vous enseigner comment le gouverner. C'est ma pénitence et ma seconde chance. Cassim prit le fusil, son regard ne quittant jamais le sien. Il vit la vérité dans ses yeux. Ce n'était pas une ruse, c'était une abdication, une rédemption. Il se tourna vers Barnes, le fusil tenu lâchement dans une main. « Cette terre est sous ma protection maintenant, » dit-il, sa voix un grondement calme. « Le temps des chacals est terminé. Partez. » Barnes, voyant la résolution dans leurs yeux et la loyauté silencieuse des hommes derrière eux, hésita. Puis, avec une malédiction, il fit demi-tour et partit au galop, ses hommes sur ses talons. Le silence s'installa, rompu seulement par le vent. Elara regarda Cassim, non plus comme une captive, mais comme une partenaire. Elle avait libéré le barbare de sa cage, et, ce faisant, elle s'était finalement libérée de la sienne. Les années suivantes, le ranch prospéra sous leur direction improbable. Cassim dirigeait avec une justice féroce et une compréhension de la terre que personne ne pouvait égaler. Elara, à ses côtés, lui apprit les subtilités du commerce, de la politique et du pouvoir. Ils n'étaient pas mari et femme. Ils étaient quelque chose de plus rare. Deux souverains, unis non par amour, mais par un respect mutuel durement gagné et le désir partagé de construire un avenir sur les ruines d'un passé mensonger. La propriété avait été transférée non pas par la force, mais par la vérité. Et dans cette vérité, ils trouvèrent tous les deux leur rédemption. Si vous étiez à la place d'Elara, auriez-vous ouvert la cage? Parfois, les murs que nous construisons ne sont pas pour empêcher les autres d'entrer, mais pour nous empêcher de voir qui nous sommes vraiment. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Cela vous garde ici avec nous, où les histoires du Vieil Ouest nous rappellent non seulement qui nous étions, mais aussi qui nous pouvons encore choisir d'être.